Tchenko? Oui, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que c'est une situation absolument inextricable, d'une extraordinaire complexité, qu'il n'y a pas de réponse évidemment simple en disant ce qu'il faudrait faire et quelle serait la solution. D'ailleurs, quels sont véritablement les acteurs qui seraient en mesure de véritablement résoudre les problèmes internes? Si on veut entendre par là que ce sont les puissances occidentales, étant donné le chaos dont elles sont en partie responsables, est-ce qu'elles ont même une légitimité, si je puis dire, à être véritablement les acteurs de la solution d'une situation absolument chaotique et catastrophique qu'elles ont contribué à créer? Moi, je pense quand même que, si vous voulez, dans toute cette histoire, il y a un regard critique que nous devons porter quand même sur nous-mêmes, une véritable réflexion sur les politiques occidentales, évidemment américaines, mais pas seulement américaines, face à cet ennemi, si j'ose dire, enfin qui a surgi, disons, à partir, disons, du 11 septembre, si l'on prend ça comme étant une date, etc., avec des politiques totalement désastreuses. Bon, c'est effectivement ce que j'essaie d'expliquer. Je crois que nous avons répondu de la façon la plus imbécile, en particulier les indigénistes, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer de réponse plus imbécile, et franchement imbécile, que la torture, les centres de détention secrets, etc. Vous savez, la guerre contre le terrorisme depuis 2001, ça a coûté 4 trilliards de dollars. C'est-à-dire 4 puissance 18 ou 21. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y aurait une autre allocation de ces ressources pour les populations, pour aider les régimes? Enfin, je veux dire, il y avait... Vous avez parlé de l'alternative, bien sûr qu'il y a des alternatives. On ne peut pas être pris simplement dans cette espèce de piège, si je puis dire. Alors, il y a le piège Daesh, il y a le piège de choisir entre l'un et l'autre. Nous nous sommes nous-mêmes pris dans ce piège et créé les conditions d'un piège. Je pense que d'abord, il doit y avoir un examen critique, je veux dire, d'abord sur nos politiques, sur une compréhension profonde, je crois, de la situation locale, qui est d'une extraordinaire complexité. Bon, ne serait-ce que, par exemple, ce qui est extrêmement embarrassant à reconnaître, que Daesh a une certaine légitimité auprès de certaines populations. En Irak, pour des raisons que l'on connaît, parce que tout simplement, effectivement, les sunnites ont été tout simplement massacrés, et des centaines de milliers de morts dont tout le monde s'est fichu. Donc personne ne se souciait lorsque, effectivement, le gouvernement central chiite les a assassinés. Ce sont des centaines de milliers. Ça ne souciait personne. On ne connaît même pas, à proprement parler, je ne sais pas si on a des chiffres définitifs sur le nombre de morts liés à l'intervention américaine en 2003. Ça se compte probablement par centaines de milliers, tout ça. Pardon ? On dépasse le demi-million facilement. On dépasse le demi-million. À rajouter aux quasiment millions de morts de l'embargo qui avait précédé déjà cette invasion et qui déjà avait fortement contribué à déconstruire, à faire se déliter totalement la société irakienne et tout le terreau politique. Donc ça ne peut pas être... C'est vrai qu'il y a un projet politique, c'est important ce que vous dites. Enfin, vraiment, je trouve que vous soulevez un point essentiel, hein, parce que c'est vrai qu'on c'est un mouvement terroriste, mais c'est aussi un projet politique qui est parti de la base irakienne et de ses sunnites, et vous faites vraiment bien de le dire, parce qu'au départ, c'est une sécession sunnite, l'État islamique, qui est apparu en 2006 comme projet politique contre l'occupation américaine, contre le legs colonial et ce qui a été perçu comme un néocolonialisme. Et j'ajouterai une chose, parce que là, j'introduis les Russes, contre toute forme d'ingérence impériale. Et c'est là que, à mon avis, l'intervention russe risque d'alimenter le djihad de la même manière que les bombardements américains le font. Donc il ne faut absolument pas croire que les bombardements russes vont créer d'autres effets que les bombardements américains. L'État islamique va recruter davantage. Et la Russie, à mon avis, s'expose à des risques qui doivent être pris en compte par Moscou, et qui le sont déjà, les Russes ne sont pas bêtes. Donc c'est tout de même un pari que Poutine a fait, mais qui n'est pas dénué de risque, de la même manière que Bush avait fait le pari en 2003 pour l'Irak, et que ça a été un fiasco. C'est bien pour ça que je dis que la réalité moyen-orientale, qu'on méprise, parce que finalement on est revenu à un jeu de grande puissance, à un jeu de régional, et on pense finalement que les acteurs locaux sont des marionnettes, mais non, pas du tout. Ces acteurs locaux peuvent potentiellement échapper à tout le monde à la fin. Terminé, Michel Tchenko. Ce qui est très frappant quand même, hein, on a l'impression qu'on a affaire à un échiquier. Et alors on bouge des pions, évidemment il y a des puissances qui obéissent à des logiques de puissance, les populations ne comptent pas, n'existent pas, qu'elles soient... Vous savez, les morts ne comptent pas. Il y a une magnifique expression de Judith Butler lorsqu'elle parle de toutes ces populations inexistantes, etc. Elle dit les sans-deuil.
C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont jamais été pleurés. Il faut qu'ils viennent maintenant à nos frontières pour qu'on commence à s'apercevoir où que les enfants échouent sur nos plages ou les plages de Turquie, pour qu'on commence éventuellement à les pleurer, etc. Mais ce n'est pas un échec. Je veux dire, ce n'est plus possible de considérer, ce qu'on a fait d'ailleurs depuis le 19e siècle encore au 20e siècle, de considérer simplement cette région comme une espèce d'échiquier où des puissances extérieures, et au fond, effectivement, bien sûr, le passé colonial joue un rôle considérable. Tout ça est tout à fait oublié, de notre côté, pas oublié naturellement là-bas. Avec des puissances qui ont été soutenues, des puissances autoritaires qui ont été soutenues à bout de bras. À la fois par l'URSS à l'époque et par les États-Unis. Donc c'est bien pour ça que je ne dissocie pas les deux et je pense que ces approches binaires qu'on a empêchent de voir la réalité telle qu'elle est vécue depuis l'État islamique. L'État islamique va profiter de cette coalition pour accroître son recrutement et surtout encore davantage globaliser son message. Et donc je pense encore une fois que les risques vraiment sont très grands. Et juste une dernière chose, la guerre ne se gagne pas par des bombardements. Le problème, c'est que sur le terrain, on n'a plus d'alternative, ni en Irak, ni en Syrie. Mais encore une fois, je ne pense pas que ni le régime change à l'américaine, ni l'idée qu'on revient à ce qu'il y avait avant, en tout cas c'est un peu ce qui transparaît de la stratégie russe à l'heure actuelle, fonctionnera. Une dernière chose, j'ai publié une tribune il y a déjà quelques semaines dans Le Monde où j'ai dit qu'à mon avis, la sortie de crise, elle commencera au plan local, par des arrangements au quotidien, des cessez-le-feu, et puis évidemment, sur le long terme aussi, peut-être sans doute des politiques d'amnistie, des décisions qui seront dures à prendre par les Irakiens et par les Syriens pour passer à autre chose. Je ne crois plus à la réconciliation. Ça fait 12 ans que je travaille sur l'Irak et que j'entends les gouvernements qui se succèdent parler de réconciliation nationale. Ça n'a jamais eu lieu. Le seul mieux que j'ai observé, c'est lorsque les acteurs locaux ont été mobilisés, parfois aux côtés de l'armée américaine, et ont pu recréer des conditions de sécurité pour la population, des services, etc. Et je suis très heureuse, merci vraiment de le dire dans ce débat, les peuples sont oubliés, à la fois irakiens et syriens, et auparavant on ne parlait pas de migrants et de réfugiés, on parlait de dommages collatéraux, ce qui est quand même complètement choquant, mais on a voulu oublier le Moyen-Orient, il faut quand même le dire. On a voulu oublier que ça nous concernait aussi, parce que, par confort, parce qu'on n'avait pas envie de s'en mêler, et aujourd'hui on est rattrapés. Alors justement, pour mesurer le chemin parcouru, je vous propose de retourner quelques années en arrière, à l'époque où justement on se demandait s'il fallait faire une coalition contre Bachar el-Assad. C'était lui qu'il fallait bombarder à l'époque. En Syrie, c'est une journée sanglante qui s'achève, près de 50 morts lors de manifestations contre le régime. Elles se sont déroulées un peu partout dans le pays. C'est l'une des plus importantes mobilisations depuis le début de la contestation, il y a maintenant plus d'un mois. Dieu est plus fort que toi, Bachar. Tu peux toujours nous bombarder. On ne mettra pas le genou à terre. Bombardement aveugle en réponse au vote des Nations Unies. Un vote pour le symbole. Une écrasante majorité adopte la résolution condamnant la répression. Parmi ceux qui sont contre, deux poids lourds. La Russie, bien sûr, et la Chine. Les observateurs de l'ONU regardent donc les bombes qui tombent. En dépit de leur présence à Damas, le régime poursuit son offensive contre les villes où sont réfugiés les rebelles à Homs, Idlib ou Deraa. À Paris, aujourd'hui, une cinquantaine de pays et d'organisations dénoncent la poursuite de ventes d'armes à la Syrie, visée son principal allié russe. Nicolas Sarkozy de nouveau à la une des journaux. L'ancien président est sorti de sa réserve pour fustiger l'inaction de François Hollande dans le dossier syrien. Il demande une action rapide de la communauté internationale pour éviter des massacres. Qui a osé? Depuis ce matin, ces vidéos postées par l'opposition syrienne font le tour du monde. Des images glaçantes d'horreur, de corps de civils morts sans aucune trace de blessures apparentes. Sur place, des témoins parlent de personnes suffocantes, ayant la bave aux lèvres, autant de symptômes caractéristiques d'une attaque chimique. Le responsable de cet usage odieux d'armes chimiques en Syrie ne fait aucun doute. Le régime syrien. Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse. Et la France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents. On se souvient que
à l'époque c'était la Russie qui s'était opposée à une intervention et que les Américains y avaient renoncé, et la France par la même occasion. Pierre Grosser est venu nous rejoindre. Vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po. Votre dernier livre s'intitule « Traiter avec le diable », point d'interrogation, les vrais enjeux de la diplomatie au XXIe siècle. Alors en 2 ans, on est passé de « faut-il bombarder Bachar el-Assad » à « faut-il s'allier avec lui ». Ça semble un choc. Oui, c'est un choc quand on mesure ce genre de termes. Et la question à chaque fois, quand il y a un diable, ou en tout cas quand on considère qu'il y a un diable, qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis de ce diable? C'est une question qui est assez ancienne. En fait, j'ai travaillé sur les origines de la Deuxième Guerre mondiale, sur la guerre froide, sur la guerre coloniale. Et donc, on avait vu que les stratégies à mener étaient des stratégies qui étaient toujours complexes. Or, ce qui est étonnant, c'est qu'après 1989-90, on a vu surgir des diables, ou en tout cas, on les a appelés de cette manière-là. On a évoqué de façon sempiternelle Munich, l'appeasement à chaque fois qu'on voulait discuter avec eux. Munich, c'est référence au fait qu'on avait reculé face à Hitler quand il était en train de Tchécoslovaquie. C'est beaucoup plus compliqué, ce que j'essaye de montrer dans mon livre, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on en retient, et en tout cas que cette phrase ou même ce mot qu'on agite de cette manière-là. Et en fait, c'est un peu un appel à faire attention aux idées simples, c'est-à-dire à la fois aux comparaisons qui sont souvent des comparaisons caricaturales et qui ne rentrent pas du tout dans la réalité et qui sont en plus des appels finalement à des guerres préventives, parce que si quelqu'un peut être un jour Hitler, autant l'attaquer tout de suite et ça va beaucoup plus vite. Et on sait qu'aussi en sécurité intérieure, on peut avoir tendance un peu à aller vers ce genre d'action. Aussi les idées simples qui est des solutions très simples. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude, avec nos tablettes, on appuie, il y a une application, ça élimine quelque chose ou ça crée quelque chose, et on a souvent l'impression qu'il peut y avoir des idées simples. Alors, les idées simples, c'est évidemment l'élimination, c'est quelque chose qu'on a tendance à vouloir faire assez facilement. D'ailleurs, on a encore entendu Xavier Bertrand parler d'éradication, je ne sais plus le terme qu'il a utilisé, enfin vraiment ce genre de terme. Il parlait de Daesh. Oui, de Daesh, mais enfin on en avait parlé auparavant, pour la manière dont on faisait des wanted pour Ben Laden, pour un certain nombre pour Saddam Hussein ou par Bachar el-Assad. Voilà, exactement. Enfin, c'est un peu ce Far West. Autre solution simple, même aussi, c'est pour ça que je tiens, et je suis tout à fait ravi que vous ayez insisté sur le point d'interrogation, c'est que même la solution diplomatique en elle-même, c'est pas non plus en un clic qu'on arrive à la trouver. Et donc là, c'est pareil, on entend de temps en temps des espèces d'échafaudage diplomatique, dire ça serait bien qu'on soit tous ensemble pour régler le problème. Mais comme il a été rappelé, et je partage beaucoup d'analyses qui ont été faites juste à présent, c'est qu'il y a une réalité locale, il y a des acteurs locaux qui ont leurs propres initiatives, qui ne sont pas tous des victimes. C'est peut-être là où je diverge un tout petit peu, parce qu'on a quand même l'impression que voilà, il y a des méchants et puis il y a le peuple syrien qui est victime. Mais il y a quand même des relations, des interactions. Il faut survivre. Encore une fois, c'est des choses qui sont extrêmement complexes. Et il y a une fabrique sociale au Moyen-Orient depuis longtemps. Il y a une manipulation des grands aussi. La Syrie a beaucoup plus manipulé l'Union soviétique que l'Union soviétique a manipulé la Syrie. Les relations Israël-États-Unis, on pourrait en parler quand même assez longtemps. Donc il y a quand même cette idée que l'on peut, par une grande conférence diplomatique à l'ancienne, à Genève par exemple, à La Haye, enfin quelque part, finalement tous ensemble, même si on était de bonne volonté. Or, il y a des intérêts très contradictoires. Donc en plus, j'y crois assez peu à l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, la Russie, tout ça, et les États-Unis à la même coalition, à la même table. Ça me paraît. Enfin, on peut toujours les mettre à la même table, si vous voulez, pour l'affichage, ça sera très bien. Mais voilà, ça pose un certain nombre de problèmes, et donc je ne pense pas non plus que ça soit une solution miracle. Ça va prendre du temps. Parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de sang qui a été versé, il y a des réalités de terrain qui ont été créées. La grande question, évidemment, vous évoquez 2013, vous évoquez 2012, c'est est-ce qu'on a raté une occasion de faire autrement? Et c'est toujours très compliqué de réfléchir en ces termes-là. Est-ce qu'il y a eu des occasions manquées? Est-ce qu'il aurait fallu négocier plus tôt avec Bachar et pas dire tout de suite Bachar doit partir? Est-ce qu'on aurait dû, au contraire, aider plus des modérés au départ? Mais qui étaient-ils? Est-ce qu'ils étaient vraiment implantés en Syrie, etc. Et donc, c'est ça qui est compliqué. On a du mal avec l'avenir, mais même sur le passé, je crois qu'on n'est pas d'accord pour savoir ce qu'il aurait fallu faire pour éviter ce carnage. Avant de vous donner la parole, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2013? Entre-temps, l'État islamique en Irak et au Levant est devenu l'ennemi numéro 1. Regardez.
Horreur, barbarie, atrocité, les mots manquent pour qualifier l'assassinat en Syrie du journaliste américain James Foley. Il a été décapité devant la caméra par les combattants de l'État islamique qui ont publié la vidéo de l'exécution. Les gouvernements et les peuples du Moyen-Orient doivent conjuguer leurs efforts pour venir à bout de ce cancer. Nous devons rejeter ces idéologies nihilistes. Nous sommes tous d'accord sur le fait que l'État islamique n'a pas sa place au XXIe siècle. Faire renaître au XXIe siècle le califat datant du 7e siècle, telle est l'ambition de l'organisation de l'État islamique. Le groupe djihadiste souhaite créer un vaste État au Moyen-Orient, régi par les principes de la charia, avec un chef suprême à sa tête. Selon leurs membres, les musulmans n'appartenant pas à l'organisation ne sont pas considérés comme étant de bons fidèles. Ils deviennent donc une cible potentielle dans leur guerre sainte. Ce groupe terroriste a non seulement décapité des journalistes, des humanitaires, mais a perpétré des massacres, des exactions contre la population civile. Si vous pouvez tuer un incroyant américain ou européen, en particulier les méchants et sales français, tuez-le de n'importe quelle manière. Hervé Gourdel, 55 ans, père de 2 enfants, a donc été tué par le groupe djihadiste qu'il avait kidnappé dimanche. La mise en scène macabre est la même que pour les journalistes américains ou britanniques ces dernières semaines. À gauche, la reine de Jordanie, pull blanc, kéfier rouge. La souveraine se joint aux manifestants. À Amman, des milliers de personnes rendent hommage aux pilotes jordaniens brûlés vifs par le groupe État islamique. Ces derniers mois, les hommes du groupe État islamique ont saccagé les œuvres du musée de Mossoul. Mais aussi la cité antique d'Atra, avec ses statues détruites à coups de pioche. Le drapeau noir du groupe État islamique flotte depuis mercredi sur Palmyre, le symbole de l'inexorable progression des djihadistes qui continuent de gagner du terrain. En une semaine, ils se sont emparés de Ramadi en Irak, du poste frontière d'Al-Walid et de la cité antique de Palmyre, 3 prises stratégiques. Daesh règne désormais sur tout le nord-ouest de l'Irak, sur la moitié de la Syrie, et s'est ouvert la route d'Homs et de Damas, la capitale. Le régime syrien ne contrôlerait plus que 22% du territoire. Alors qui veut réagir? Vladimir Fedorovski? Je voudrais quand même dire que, bien sûr, il y a des intérêts contradictoires. Complètement d'accord avec vous que ça vient des peuples, mais les peuples, les grandes puissances notamment, ils doivent vraiment s'unir autour de ce danger principal. Et ça, c'est un danger à ne pas sous-estimer. Dans ce qu'on a dit, encore une fois, je suis complètement d'accord avec vous, sauf une petite nuance. Vous savez, maintenant, crédibiliser cette possibilité, éventualité d'avoir des contacts avec l'État islamique, ça me paraît vraiment dangereux. Les Américains, je me souviens au début du printemps arabe, de mon contact avec vous savez, les arabisants, ils se parlent entre eux, ils me disaient, soyez tranquilles, nous allons travailler avec l'islamisme modéré. Je tiens à vous dire, avec mon expérience de la Russie, que l'islamisme modéré n'existe pas plus que le bolchevisme modéré. Diane Ducret. Je pense qu'il y a plusieurs étapes. D'abord, de comprendre en effet pourquoi Daesh, pourquoi ça marche, pourquoi en effet il y a cette légitimité. Daesh est venu combler un vide. Celui d'abord laissé par la chute des tyrans, qui, même dans le sang, certes, garantissaient l'unité de pays qui n'en sont pas réellement et qui n'ont pas d'unité en eux-mêmes, souvent. Vous voulez dire parce que c'est nous qui les avons créés, ces pays-là? Oui, de fait. Ensuite, le manque de leadership occidental, et puis aussi et surtout un sunnisme qui s'est retrouvé un peu exsangue, un peu éclaté au XXIe siècle, avec l'échec du panarabisme, l'échec des guerres du pétrole, l'échec des nationalismes, du socialisme, une arrivée dans le capitalisme de masse. Il y a eu véritablement un manque, un très gros bouleversement qui sont venus combler. Maintenant, ensuite, je crois qu'il faut vraiment distinguer le front syrien et le front de Daesh. On le voit là, qui nous fait peur et dont les médias se repaissent largement. Le front syrien, on est d'accord que ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, c'est une plaie à jamais béante sur le visage de l'humanité, c'est certain, mais c'est même plus le problème principal. Je pense au Yémen, qui est en train de vivre actuellement aussi, où le conflit s'exporte entre une rébellion chiite et l'Arabie saoudite qui va intervenir. Dès lors que le problème syrien sera réglé, il sera transporté ailleurs avec les mêmes intérêts internationaux.
Donc la troisième et dernière chose, c'est en effet, si Daesh est le problème et si une guerre nous est déclarée, il est certain que malheureusement on ne risque pas de tendre l'autre joue. Et s'il faut aller à la guerre, je pense que nous serons incapables de nous unir tous. L'idée d'une coalition, c'est très beau, mais même à la SDN, même à l'ONU, finalement, ça foire, ça ne marche pas. En revanche, s'il faut faire la guerre contre ce genre... On en a été capable aussi. Ça a été un peu long, la Russie. Ça s'appelle des renversements d'alliance, en fait. C'est très stratégique. Il y a eu la première guerre du Golfe, la guerre au Koweït contre Saddam Hussein. C'était une large coalition internationale. C'est très court, ça s'appelle des renversements d'alliance. Puis malheureusement, on trouve un meilleur auquel s'allier. Mais aujourd'hui, qui serait capable, s'il y avait une guerre réelle, en effet, de faire la guerre à Daesh, à part la Russie ou à part la Chine? Les peuples. Les peuples, bien sûr. Tout seul, les peuples vont faire la guerre à Daesh. Myriam Benrad. Les meilleurs acteurs pour faire la guerre à Daesh, ça reste les populations locales. Et on revient toujours à la même question, les personnes qu'on a oubliées. La situation en Syrie, elle est... Je vais utiliser un langage que j'aime pas, qui est une espèce d'anthropologisme de l'époque coloniale. Donc parler comme si on avait affaire qu'à des ethnies et à gérer des bantoustans. En Syrie, on a 80% de la population qui est sunnite. Donc on s'en fiche des étapes intermédiaires. Ce qu'on sait pour sûr, c'est à la fin, les sunnites, ils gagnent. Donc autant, trouver un agrément avec eux, notamment qui inclut un respect des minorités. Parce que si jamais on se retrouve les avoir contre les Alaouites seront massacrés. Massacrés. Si jamais... Demain Daesh a en effet 5 millions d'Alaouites. Quelque chose à craindre parce que 4 années de guerre ont entraîné une radicalisation, une communautarisation et une escalade de haine et de rancune. Oui, c'est en effet quelque chose à craindre. Et ce ne sera pas que la faute des sunnites. S'il n'y avait pas eu la répression de la révolution, il n'y aurait pas eu cette masse de haine communautaire d'accumuler. Si je peux me permettre, c'est vrai, mais la vraie question, c'est quoi Daesh aussi? Parce que, alors, quels sont les buts, les objectifs des bombardements de la campagne militaire? Je pense que vous avez soulevé un aspect important aussi en disant qu'on a un peu la réminiscence de 1990 et de ce qu'à l'époque l'URSS et les États-Unis avaient pu négocier en termes de coalition lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït. On a changé d'époque, mais surtout concernant Daesh, vous avez aussi soulevé un point très important, la mort des idéologies qui ont précédé dans la région, la mort du panarabisme, le nationalisme arabe dont Saddam Hussein était en quelque sorte le dernier héros et puis qui s'est évanoui avec la guerre d'Irak, la mort des idéologies de gauche aussi. La gauche est complètement laminée, le socialisme, enfin on peut faire le catalogue. Et aujourd'hui, on voit un totalitarisme, mais qui n'est pas finalement, qui sous couvert islamique ou musulman, renvoie aussi un peu à ce qu'il y a de plus monstrueux dans d'autres modernités. Parce que ce n'est pas un clash des civilisations non plus. Non. Attention, on entend beaucoup cela. Absolument. On a dans les rangs de l'État islamique aujourd'hui tous les marginaux, tous ceux qui sont contre l'ordre du monde, qui est né de la fin de la guerre froide. Donc moi j'ai un problème aussi, si vous voulez, avec les arts culturels aujourd'hui. Qu'est-ce que le Moyen-Orient aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Occident aujourd'hui dans un monde qui depuis 25 ans s'est métissé? Et là où ils ont une longueur d'avance, c'est qu'eux assument leur métissage à tous les niveaux. C'est-à-dire la mobilisation de la tradition d'une part, de l'hypermodernité de l'autre. Tout le monde se rassemble autour d'une idéologie finalement qui est une idéologie, laissez-moi finir, de l'État islamique, qui est une idéologie de vainqueur. Parce que la vraie question sous l'apparat, si vous voulez, salafiste djihadiste, c'est l'humiliation et c'est de ne pas être les perdants de l'ordre mondial. Alors je vous donne un exemple très concret. Quand ils arrivent, ils ont des villas, des piscines, ils ont une armée de serviteurs, ils ont des femmes à gogo, enfin tout ce qu'ils n'ont pas eu dans cette globalisation vertueuse qui devait finalement ravir tout un chacun. Donc il faut vraiment faire attention aussi parce qu'on peut larguer autant de bombes qu'on veut, contre qui on se bat? On se bat aussi, alors là je vais être un peu provocatrice, on se bat aussi un peu contre nous-mêmes et notre propre finalement monstruosité, la monstruosité de notre modernité. Regardez, visualisez leurs vidéos de propagande, c'est hyper sophistiqué, leurs méthodes de combat, leurs méthodes de recrutement. Ils sont
ils ont 10 longueurs d'avance, 50 longueurs d'avance. Donc c'est bien pour ça que je dis, on peut parler autant qu'on veut de coalition, comme vous le disiez, croire qu'on va revenir à l'après-Seconde Guerre mondiale ou qu'on va essayer finalement de faire des arrangements type SDN, des choses qui sont complètement dépassées. Ça ne fonctionnera pas. Absolument. De la même manière que mobiliser des armées conventionnelles contre des guerrilleros, moi je les ai appelés les geeks du Mac Djihad. Alors bon, c'était un peu pour provoquer, mais on a changé d'époque. Et je crois que là, on est en train de vouloir appliquer des recettes qui sont propres alors, aux années finalement de la Première Guerre mondiale. Ensuite, on vous parle d'Hitler contre Staline et les Occidentaux. Enfin, ça n'est pas valable. Ça n'est pas valable, c'est anachronique. On a changé d'époque. De la même manière que, si vous voulez, la dernière fois, j'ai participé à un débat où on parlait de Schengen, des frontières. C'est quoi aujourd'hui une frontière? C'est quoi aujourd'hui le Moyen-Orient? C'est quoi aujourd'hui l'Europe? Donc, je pense qu'il faut changer profondément de logiciel. Et à mon avis, cette bataille... continuer à reculer comme ça, je ne recule, c'est pas une question de reculer, monsieur, c'est qu'on a un an. Attendez, alors je vais vous répondre sur ça parce que vous me dites que je recule. Vous avancez à coups de bombardement, ça donne rien depuis plus d'1 an. Alors, non, mais enfin, écoutez, voyons ce que ça va donner. Je ne vois pas pourquoi les bombardements russes donneraient plus de résultats que la campagne de bombardement de la coalition. On est dans une impasse en réalité, mais parce qu'aussi au niveau mondial, on a changé de logiciel et ça, personne ne veut l'admettre. On applique des recettes qui sont des recettes vouées à l'échec, à mon avis. Alors, puisqu'on parle de bombardement, et je vous donnerai la parole juste après, effectivement, les Russes, depuis mercredi, bombardent à leur tour la Syrie. Ils n'étaient pas les premiers. Regardez.